Bonjour à tous et merci d'être encore très nombreux ce matin pour cette quatrième rencontre. Je vous rappelle juste, pour ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier, parce que nous avons commencé vendredi soir un premier débat sur la question de- des libertés privées et de l'ordre public, sujet évidemment central en ce moment et majeur sur la question des libertés. Le deuxième débat a eu lieu et le troisième ont eu lieu hier après-midi sur la question des femmes et la question du genre. Le troisième débat a eu lieu ensuite sur la liberté de la création artistique, liberté intellectuelle, liberté d'expression. Et aujourd'hui, il nous reste deux débats. Le premier, Anne-Lorraine Bujon, directrice d'Esprit, qui va animer la discussion avec le professeur Étienne Klein. Je vous laisserai vous présenter et engager le débat. Je les remercie beaucoup d'être venus un dimanche 2 juin à Bordeaux. C'est tout à fait méritant. On est très heureux. Vous êtes ça va. Bon, on est très content. Et cet après-midi, on aura encore un débat sur la question, les questions économiques, finances et capitalisme financier et liberté. Et ensuite, la journée sera conclue par une intervention d'Alain Juppé, ici présent, que je remercie d'être venu dès ce matin pour écouter les débats de la journée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne discussion et je vous laisse volontiers la parole. Merci beaucoup Jérôme Clément, et merci à la métropole de Bordeaux de nous accueillir. Il y a pire comme punition que de venir à Bordeaux par un beau dimanche ensoleillé. Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous et merci d'être venus très nombreux pour cette table ronde Sciences et Liberté. Alors c'est une table ronde qui n'est pas très ronde puisqu'il s'agit surtout pour nous d'entendre Étienne Klein, que je vais présenter un peu mieux dans un petit instant, mais que je remercie déjà d'être venu nous éclairer. Alors, quand on pense science et liberté, on peut se dire à première vue que la relation entre ces deux termes n'est pas évidente. Euh, et voilà, penser que d'un côté se situe le savoir et la connaissance, qui pour être pur devrait bien se garder de s'occuper par exemple de politique, et que de l'autre côté, la liberté comme registre d'action, comme registre d'existence humaine, elle se situe résolument du côté de la morale et de la politique. Pourtant, on sent, je crois, spontanément que ces deux notions se nouent et s'intriquent, qu'une relation se noue entre les deux, et on pense spontanément à des expressions qu'on utilise très couramment comme la liberté de la recherche. Alors, où en est-on de cette question de la liberté de la recherche aujourd'hui ? Et puis, en parallèle, et ça n'est pas sans rapport avec la question de la liberté de la recherche, je crois qu'on voit très bien aussi que ces deux notions se nouent dans l'idée de progrès, qui a tant animé toute l'histoire intellectuelle et politique, sociale aussi, du XVIIIe, du XIXe siècle. Et que cette idée que l'homme pourrait s'élever par la connaissance, qu'il est appelé à s'émanciper par un certain accès à la connaissance, c'est une des idées qui est peut-être en crise aujourd'hui, avec l'impression que savoir et connaissance se sont découplés d'une réelle aspiration au progrès ou d'un réel espoir dans le progrès. En philosophie, vraiment pour brosser à très très grands traits, on voit bien qu'il y a deux grands courants pour évoquer la notion de la liberté. Pour l'un, elle se situe précisément dans une certaine forme d'exercice de la raison. Alors on pense ici à Kant quand il dit par exemple « ose savoir », on voit bien que c'est une question de liberté. Dans l'autre grand courant philosophique, on situe plutôt la liberté dans le registre de la volonté, de l'affirmation de soi, donc la capacité à dire oui ou non. Et ici, j'évoquerai plutôt Sartre. Mais en réalité, je crois qu'on a le sentiment que ces deux formes de liberté sont menacées aujourd'hui et que c'est peut-être là qu'il faut s'interroger sur le rôle de la science. L'impression d'abord que la raison est menacée aujourd'hui, qu'elle est remise en cause dans une espèce de doute généralisé, de scepticisme, mais sans doute le mot est-il impropre, de scepticisme tellement généralisé qu'il dégénère en relativisme.
De l'autre côté, l'affirmation de soi aussi, je crois, est un peu abâtardie aujourd'hui, dénaturée en permissivité ou en licence. C'est-à-dire qu'il nous reste à la place de l'affirmation de soi la liberté de choix, la liberté du consommateur finalement, l'idée que, après tout, chacun fait comme il veut. Alors, dans ce contexte un peu inquiétant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la science? Est-ce que la science est libre? Est-ce qu'elle peut encore nous aider à être libre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, la science, dans sa version technicienne, dans ce qu'elle a produit, la technoscience, menace au contraire de nous assujettir? Je crois qu'on a toutes ces questions présentes à l'esprit et toutes les inquiétudes que génèrent aujourd'hui les manipulations des vivants, l'épuisement des écosystèmes, la volonté d'augmenter l'homme. Voilà, autant de phénomènes qui nous semblent excessifs, dangereux, comme si on était face à une hubris de la science qui met aujourd'hui en péril notre conception de l'homme, notre conception de la vie en société. À tel point qu'on se demande, je crois, si l'heure n'est pas venue de contrôler la science et de contrôler les scientifiques. Idée, évidemment, qui comporte un aspect très dangereux. Alors, ce sont toutes ces questions et d'autres encore sur lesquelles nous avons la chance de pouvoir interroger ce matin Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, on le connaît bien, donc je vais me permettre de le présenter très rapidement. Donc, vous êtes physicien et philosophe des sciences, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, vous êtes producteur de radio où vous animez une émission, La Conversation scientifique. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la physique des particules, la question du temps, mais aussi sur de grandes figures d'hommes de science comme Majorana ou comme Einstein. Et pour citer quelques-uns de vos ouvrages les plus connus, je mentionne juste les tactiques de Chronos, paru en 2003, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, paru en 2007, Tout n'est pas relatif, qui nous rapproche peut-être un peu déjà de notre sujet du jour, paru en 2017. Et puis ce petit ouvrage, Sauvons le progrès, un dialogue avec Denis Lafay, paru aux éditions de l'Aube en 2017, que j'ai trouvé hier à l'excellente librairie Mola. Nous avons convenu en préparant cet entretien ensemble de commencer par évoquer la figure de Michel Serres. Michel Serres, qui est disparu tout récemment, qui lui aussi était philosophe et historien des sciences, qui est un homme du pays, si j'ai bien compris, ou en tout cas pas loin, qui était engagé comme vous dans la diffusion démocratique de la connaissance scientifique. Et puis, une figure que j'avais envie d'évoquer, parce que pour moi, qui ne connais pas grand-chose à l'histoire des sciences, Michel Serres est une figure d'homme libre, d'homme lucide, mais lucide sans être désespéré. Donc, je voulais vous demander, Étienne Klein, que nous dit Michel Serres, finalement, sur cette question science et liberté? Et bonjour à toutes et à tous. Merci à M. Juppé et à M. Clément pour leur invitation. C'est un plaisir de venir à Bordeaux, même quand on se lève très tôt et que l'avion tarde à décoller. Je m'excuse au passage pour mon retard. En effet, j'ai connu Michel Serres alors qu'il engageait un projet qui s'est appelé le Trésor des sciences. Il avait eu l'idée de rassembler des scientifiques de plusieurs disciplines, dont le vocabulaire de ces disciplines se trouve des mots communs. Les physiciens parlent de matière, les chimistes parlent de matière, les biologistes parlent de matière, par exemple, ou de temps, et de les obliger à confronter la façon dont ils envisagent ces mots dans leur discipline pour produire ensemble des définitions dans une sorte d'encyclopédie qui s'est appelée le Trésor des sciences. Ça nous a demandé 5 ans de travail parce que c'était pas du tout évident, et on s'est rendu compte à mesure qu'on avançait des difficultés de l'entreprise. Et Michel Serres était là avec sa faconde, son esprit espiègle pour nous encourager ou parfois pour ricaner de notre naïveté. Mais en fait, Michel Serres faisait partie de ces gens qui pensent qu'on doit penser d'abord à la hauteur de ce qu'on sait. Les philosophes doivent évidemment penser au-delà de ce qu'on sait, puisqu'on ne sait pas tout. Il faut penser au-delà de ce qu'on sait. Mais il faut déjà penser à partir de ce qu'on sait. Sinon, on est condamné à une forme de répétition du même. Et il était comme moi, ou plutôt moi j'étais comme lui, convaincu que le briquet de l'intellect, c'est le paradoxe. C'est parce qu'on
voit des paradoxes dans des façons de dire, ou entre ce qu'on pense et ce qu'on constate, que la pensée se met en route et peut évoluer. Et puis il avait donc cette espèce de bonne humeur permanente, mais je pense qu'il était également profondément désespéré. Ce qui n'était pas l'image qu'il donnait toujours, mais par exemple, il explique à plusieurs endroits que Hiroshima a coupé l'histoire en deux et que on doit désormais penser à partir d'Hiroshima et d'une certaine façon d'embarquer la science finalement dans des projets qui sont éventuellement mortifères, même s'ils sont commencés pour des raisons éthiques. C'est-à-dire les physiciens européens qui ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis entre 1933 et 1939 et ont participé à la construction de la bombe atomique, l'ont fait pour des raisons éthiques. Ils ne voulaient pas qu'Hitler soit le seul à avoir la bombe, et pour de bonnes raisons. Et donc, c'est des histoires assez compliquées. Et Michel Serres, qui passait souvent à la télévision, n'était pas dupe de la notoriété que donne la télévision et du relativisme, d'ailleurs, qu'elle induit. La première fois que je l'ai vu, c'était un déjeuner où il avait, pour la première fois, rassemblé l'équipe du Trésor des Sciences qui allait travailler à ce projet de dictionnaire. Il racontait, alors c'est une histoire sans doute inventée, mais peu importe. Il disait, l'autre jour, une dame m'a arrêté dans la rue, près de la place de la Nation, et m'a dit, à vous, monsieur, je vous connais, je vous ai vu à la télévision, vous êtes Hubert Reeves. Et Michel Serres répond, non, madame, je suis désolé, moi, je suis Albert Einstein. Et la dame a dit, ah, je connais pas. Alors voilà déjà l'évocation de plusieurs grandes figures de scientifiques. Vous avez parlé aussi du paradoxe, en fait, qui crée comme une sorte de court-circuit. Enfin, l'image est peut-être malheureuse, mais dans la pensée, mais en tout cas une ouverture. Et je voulais peut-être commencer par vous demander, par curiosité, n'étant pas scientifique moi-même, dans la démarche scientifique, finalement, quelle part, vous avez dit penser à la hauteur de ce qu'on sait, donc quelle part effectivement d'accumulation de connaissances, d'apprentissage, de rigueur, d'acceptation jusqu'à un certain point d'une parole d'autorité par rapport à la créativité, l'inventivité, finalement, à quel point est-ce que la liberté entre dans une démarche scientifique? Alors, je vais faire une réponse de Normand en disant que ça dépend des périodes et ça dépend des crises qu'on doit affronter. Il y a des périodes de crise où, sans liberté ou sans imagination, on ne peut pas déjouer le problème. Einstein disait justement que on ne peut pas résoudre un problème dans les termes où ce problème se pose. Il faut inventer une autre solution et donc faire usage de sa liberté de penser ou d'imaginer des concepts, des idées qui peuvent échapper à ce que la théorie jusqu'alors permettait de croire. Il y a un scientifique, un physicien même important du 19e siècle qui s'appelle Boltzmann. Et lui, il a été le premier à vraiment théoriser la liberté de penser chez les théoriciens. Il était un théoricien, c'est-à-dire quelqu'un qui invente des théories plutôt qu'il ne fait des expériences. Et il disait, quand je suis théoricien, je suis absolument libre, au sens où je peux faire toutes les hypothèses dont je pense qu'elles sont dignes d'intérêt. Mais une fois que la théorie est élaborée, je ne suis plus libre, puisque c'est à la nature de décider si ma théorie la rencontre ou non. Autrement dit, il y a à la fin un verdict qui est celui de l'expérience. C'est une question compliquée, mais en tout cas, c'est en ces termes qui présente la chose. Et l'expérience est le seul arbitre de ma liberté. Ce ne sont pas les collègues, c'est l'expérience. Et si mes idées sont telles que jamais elles ne peuvent rencontrer l'expérience, parce qu'elles ne sont pas assez précises, ou parce qu'elles sont simplement métaphysiques, alors ce que je fais, c'est autre chose que de la science. Donc il y a un jeu avec la liberté qui est limité par le fait que, à la différence par exemple des mathématiques ou de la philosophie, la physique a le souci du contact avec le réel. Non pas qu'elle veuille décrire la réalité dans son ensemble, mais elle veut entrer en contact avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Et c'est l'expérience qui permet d'organiser cette rencontre, qui n'est pas de la pure observation, mais qui est la mise en œuvre de protocoles très spécifiques qui viennent voir en quoi les implications d'une théorie peuvent être vérifiées
par des expériences dédiées et non pas simplement par l'observation. Je dis ça parce que vous parlez de la liberté, c'est le sujet de vos rencontres. C'est un très beau sujet, mais je pense que déjà, il y a un lien entre République et connaissance. Le général de Gaulle, si je le cite bien, quand il prononce son discours du 4 septembre 1958, au cours duquel il présente la constitution de la Cinquième République, dit ceci: c'est un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Et il poursuit: la République est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté et l'espérance de la justice. Alors, ça veut dire que si c'est un milieu commun, c'est un milieu dans lequel les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler librement, c'est-à-dire sans obstacle, sans entrave d'aucune sorte. Et ça, c'est pas si facile à réaliser. Évidemment, aujourd'hui, on peut diffuser toutes les idées scientifiques qui sont à notre connaissance, si j'ose dire, mais on peut aussi diffuser toutes sortes d'autres choses. Et les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des informations, des actualités, des fake news. Ces choses ont des statuts complètement différents, mais étant médiatisées par les mêmes canaux, ont des statuts qui se contaminent. On vient nous dire, à nous scientifiques, que nos connaissances, en fait, sont des croyances. On vient nous dire que les croyances sont des formes de connaissances. Évidemment, il y a une forme de porosité entre la notion de croyance et celle de connaissance. Mais quand même, dans l'histoire des idées, les connaissances se sont fabriquées d'une certaine façon. Et quand je parle de croyance, évidemment, ce n'est pas un terme que je réserve au champ religieux. On a tous des croyances. Mais il me semble qu'il y a une différence de statut qui n'est pas très nette, mais qui existe néanmoins. Et on a tendance à la perdre. Et notamment, moi, de plus en plus, j'observe, là, c'est pas du tout un travail de sociologie que je livre, c'est un point de vue d'observateur subjectif, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on se donne le droit, dopé au narcissisme, de contester ce que disent les scientifiques au nom d'une forme de bon sens. Voilà. Or, la science, je parle de la science moderne, celle qui naît, disons, au XVIIe siècle, elle s'est construite d'emblée contre le bon sens. Autrement dit, faire de la science, c'est d'expliquer, disons, certains phénomènes que nous observons à partir de lois qui contredisent les phénomènes. Pensez à toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée ou plus tard, toutes les lois, y compris celles de la physique classique, parce qu'on pourrait immédiatement penser à la physique quantique, qui est assez surprenante, mais dès la physique classique, les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Or, on se sent, nous, autorisés à partir du spectacle du monde, de l'observation, et à en déduire ou à en induire certaines lois qui sont toujours fausses. Je vous donne un exemple. Quand vous faites tomber des corps de masse différentes, vous voyez qu'ils tombent à des vitesses différentes. Quand vous cessez d'exercer une force sur un corps qui se déplace, le corps s'arrête. Tout ça, c'est ce qu'on observe. Et puis arrive Galilée qui dit, non, tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et puis, si j'arrête d'exercer une force sur un corps, son mouvement continue indéfiniment, en ligne droite, à vitesse constante. Ce qu'on appelle le principe d'inertie. On n'a jamais vu ça. D'accord ? On n'a jamais vu un mouvement inertiel. Et pourtant, c'est l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortisse pas, qui ne s'amortit pas, qui a été la façon de comprendre l'amortissement des mouvements que nous observons. De même, quand vous dites tous les corps tombent à la même vitesse, vous devez réinterpréter ce que vous voyez en disant la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse, puis il y a d'autres forces qui n'ont rien à voir avec la gravité, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence de chute entre les grosses pierres, de vitesse de chute, entre les grosses pierres et les petites pierres. Bon. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on fait comme si notre bon sens pouvait être l'arbitre pour les questions relatives à la vérité. Et ça me semble très dangereux parce que ça diffuse une espèce de populisme scientifique. Mon collègue Gérald Bronner, il appelle ça le démagogisme cognitif, où on pense que son ressenti est une source de vérité plus crédible que ce que des siècles de travail fait par les scientifiques ont permis d'objectiver. Un exemple, si vous me permettez, qui m'a traumatisé, mais je suis traumatisé depuis longtemps sur ces questions
notamment relatives au climat. L'autre jour à Paris, il faisait 3 degrés au mois de mai. 3 degrés au mois de mai. Et une émission a lieu, et le sous-titre de l'émission, c'est le refroidissement climatique. On invite, donc il y a 4 messieurs climato-sceptiques qui invitent une dame qui est plutôt écologiste, mais qui n'est pas climatologue. Et donc il n'a pas les armes scientifiques pour répondre à des objections. Et on lui dit, mais madame, vous nous parlez de changement climatique, regardez, ça caille à Paris, donc il n'y a pas de réchauffement. C'est la preuve que Paris est le centre du monde, d'ailleurs. La température qu'il fait à Paris est le bon indicateur et le seul pertinent de la température globale de l'atmosphère, dont je vous rappelle qu'elle s'étend jusqu'à 100 km d'altitude. Vous avez la mesure à Paris, vous savez ce qu'il en est du climat de la planète. Vous n'avez pas besoin de regarder la Chine, le Spitzberg, le fait qu'il fait 4 degrés au pôle. Non, Paris. Non. Et vous voyez que c'est un argument qui est un argument de bon sens, qui est éloquent, qui est convaincant aux yeux de certaines personnes, mais qui est évidemment complètement faux. C'est aussi stupide que si vous disiez, découvrant que votre compte en banque est à découvert, que la France est en faillite. Voilà, et ça, je trouve qu'il me semble qu'on entend ça de plus en plus souvent, et que ça détruit, disons, des formes d'argumentation qui sont forcément associées à l'explication scientifique. C'est-à-dire que si vous donnez des résultats scientifiques sans dire comment ils ont été obtenus, ben, ils sont entendus comme des arguments d'autorité. Et ça marche si le public fait confiance aux scientifiques. Mais si la confiance n'est plus là, ben, on vous attaquera au motif que vous défendez telle ou telle position parce que vous appartenez à tel ou tel laboratoire qui a intérêt à ce que le public pense ceci plutôt que cela. Et donc, ça me semble compromettre cette libre circulation qui ferait des connaissances scientifiques un bien commun. Alors, vous avez devancé ma question parce qu'en vous entendant, je me disais, oui, cette volonté de s'en remettre au bon sens, c'est une forme de repli. Parce que ça indique très certainement un défaut de confiance, c'est-à-dire à partir du moment où la réalité scientifique, celle que vous connaissez vous, ces lois de la physique, en fait, montrent que des choses sont vraies qu'on ne peut pas voir. C'est vrai que pour s'élever à ce niveau-là, pour le coup, il faut avoir une confiance dans l'institution, dans les personnes, dans la démarche. Alors pourquoi, la question est peut-être trop vaste, mais pourquoi cette crise de confiance? Pourquoi Alors, moi, si vous voulez, je peux répondre en tant qu'observateur actif, disons, parce que moi, je m'occupe de diffusion des connaissances scientifiques auprès d'étudiants ingénieurs ou bien devant des publics plus larges, mais ce sont toujours des publics qui viennent aux conférences. Bon. Alors, le grand public, celui qu'on appelle le grand public, c'est celui qui ne vient pas aux conférences. Et donc, quand on juge de l'état des relations sciences-société à partir du public qu'on rencontre, on est victime d'un biais qui nous fait manquer la véritable perception du grand public vis-à-vis de la science. Simplement, en 30 ans un peu moins, mais en 25 ans d'activisme dans ce domaine, je peux dire que j'ai constaté une évolution extrêmement rapide des réactions, des questions du public. Bon, du public que je vois, évidemment. Alors, la facilité, me semble-t-il, serait d'attribuer cette évolution aux réseaux sociaux qui permettent à chacun d'exprimer ce qu'il croit, beaucoup plus que ce qu'il pense d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'argumentation dans les réseaux sociaux, c'est plutôt ce qu'on croit, qu'on affirme, ce qu'on aime penser. Et d'ailleurs, on n'hésite pas très souvent à déclarer vrai les idées qu'on aime, hein, tout en disant qu'on aime la vérité. Mais en fait, on déclare vrai les idées qu'on aime, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui fait que les fake news, par exemple, sont beaucoup plus diffusées que les véritables informations. Ça a été étudié par des sociologues, justement, parce que les fake news correspondent en général à des informations dont on aimerait qu'elles soient vraies. Et comme on aimerait qu'elles soient vraies, le seuil critique qui permet de les accepter ou de les refuser s'abaisse et on les diffuse sans vérifier qu'elles sont vraies. Et d'ailleurs, quand on démontre qu'elles sont fausses, ça n'intéresse pas grand monde. Le New York Times vient de supprimer sa page dans laquelle ils analysaient l'histoire des fake news et expliquaient pourquoi elles étaient fausses. Ils ont retiré leur page parce qu'elle n'était pas lue. Donc ça, c'était quand même des symptômes inquiétants. Mais disons, plutôt que d'en trouver l'explication en me retranchant derrière l'idée d'une nouvelle technologie, disons, le numérique,
et les réseaux sociaux. Moi, je pense que la chose est plus profonde et elle a été analysée notamment par un philosophe anglais qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Bernard Williams. Il a publié un livre qui a été traduit en français sous le titre Véracité et vérité. Et je vous recommande la lecture de ce livre parce que il pointe quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. Il dit ceci: nos sociétés, qu'on pourrait qualifier de postmodernes, même si nos sociétés n'ont sans doute jamais été vraiment modernes, au sens de la modernité. Mais disons, elles sont postmodernes, et au sein de ces sociétés se trouvent deux courants de pensée qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui donc devraient se combattre, et peut-être même s'annuler mutuellement, mais qui au contraire, dit Williams, à cause d'un effet pervers, se renforcent mécaniquement. Alors ces deux courants de pensée sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos opinions sont éduquées, formées, informées, et évidemment, elles ne veulent pas être dupes de discours qui seraient tenus par des élites ou par des communautés nombreuses qui diraient la même chose. Donc ce désir de véracité, dit Williams, c'est le souci de ne pas être dupe d'un discours qui n'aurait pas de lien avec la vérité, mais qui serait tenu par ceux qui le tiennent, par l'intérêt qu'ils ont à le tenir. Donc ce désir de véracité en démocratie, il est légitime, on ne peut pas l'attaquer, même si dans ces pathologies, il devient la théorie du complot. Dès que plusieurs personnes parlent, on induit que si elles parlent de la même façon, c'est parce qu'elles se sont mises d'accord pour dire la même chose. Donc les physiciens, par exemple, ont comploté, je ne sais dans quelle instance, pour dire que la Terre était ronde. Mais ça, c'est un complot parce qu'en fait, elle est plate. Okay. Donc ce désir de véracité, voilà. Et puis, l'autre courant de pensée, dit Williams, c'est paradoxalement le déni de vérité. Alors pourquoi ? Parce que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir la vérité, le désir de véracité, c'est une sorte d'enquête que vous menez qui vous permet d'aboutir à la détection de vérité locale ou partielle. Mais, nous dit Williams, en fait, le désir de véracité induit dans la société un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Quand vous tombez sur une vérité, vous demandez, mais est-ce qu'elle n'est pas culturelle, contextuelle, locale, éphémère, historique, coloniale, etc. Relative. D'accord ? Donc le désir de véracité aboutit à l'idée que toutes les vérités sont relatives, ce qui vient défaire évidemment l'autorité des scientifiques et de tous les autres qui ont des vérités, mais qu'on va suspecter de parler pour des intérêts personnels ou communautaires et non pas parce qu'ils ont détecté une vérité. Et les scientifiques sont en plein là-dedans, et c'est très difficile dans ce contexte d'être dans la position que j'occupe, qui est centriste. C'est-à-dire, moi, je suis pas scientiste, je suis pas relativiste. Voilà, je suis dans la position de M. Bayrou, c'est-à-dire centriste, qui est une position stupide parce qu'on est topologiquement stupide, je veux dire, parce que le centre sur une droite, c'est un point. Alors que la gauche, c'est une demi-droite, ça fait beaucoup plus de points, et la droite, ça fait une demi-droite, ça fait encore plus de points, enfin autant. Et le centre, ben voilà, dès que vous êtes un peu décalé par rapport au centre, on vous dit que vous êtes relativiste, et dès que vous êtes décalé d'autre sens, on dit que vous êtes centriste. Et donc, moi, mon centrisme, ça consiste à dire tout simplement que les connaissances scientifiques ne sont pas des croyances, ce qui ne veut pas dire qu'elles épuisent la question de la vérité. Et que d'autre part, ces connaissances, je parle de la physique, hein, je ne parle pas d'autres sciences qui sont beaucoup plus en révolution aujourd'hui, mais la physique, si vous faites le constat du XXe siècle, ce qui est stupéfiant, c'est qu'il n'y a jamais autant de physiciens qu'au XXe siècle, on n'a jamais fait autant de découvertes qu'au XXe siècle. Mais les théories sur lesquelles on s'appuie en 2019 sont des théories qui ont été élaborées dans les années 20 et même avant pour la relativité générale d'Einstein, 1915. Vous avez vu la photo du trou noir publiée il y a quelques semaines, c'est la théorie d'Einstein, 1915. Le boson de Higgs, 2012, c'est la physique quantique des années 20. Donc, quel est le statut
de théories élaborées il y a plus de 80 ans qui ont été capables de résister à toutes les données nouvelles que nous avons acquises depuis cette époque, alors même que, nous disent les philosophes des sciences comme Karl Popper, toute nouvelle donnée est capable de compromettre une théorie jusque-là considérée comme valide. Quand ça résiste aussi bien, ça veut dire non pas qu'on décrit la réalité, mais qu'on touche quelque chose qui a à voir avec la réalité. C'est pour ça que je m'oppose au relativisme absolu, si j'ose dire. C'est une contradiction dans les termes. Mais il y a un relativisme absolu qu'on entend aujourd'hui, à savoir que toutes les connaissances scientifiques sont des constructions sociales. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on ne... J'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec une personne qu'on pourrait qualifier d'ultra-relativiste, que je n'ai pas nommé. Mais en gros, la question, c'était la science, l'ère du doute. Et cette personne disait ce que je viens de dire, à savoir que les vérités scientifiques n'en sont pas, elles sont relatives, remises en cause tous les lundis matins. Très bien. Je disais non, il y a quand même des connaissances dont on peut considérer qu'elles sont définitivement acquises. Par exemple, la Terre est ronde. Elle n'est pas sphérique, mais elle est ronde. Elle est un peu aplatie au pôle, mais elle n'est pas plate, quoi. Et tant qu'elle sera ronde, nous dirons qu'elle est ronde. Enfin, j'espère. et cette dame me rétorque, mais monsieur, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera qu'elle est plate. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un problème. Il y a un problème parce que veut dire enseigner? Que veut dire enseigner? Que veut dire transmettre? Si celui qui transmet pense ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a à transmettre? D'accord? Et là, ça me fait penser que le relativisme, au lieu d'être une théorie philosophique très fondée, n'est que l'argument faible, mais efficace, de la paresse intellectuelle. Et vous avez parlé d'une faculté à décrire le réel, à rencontrer le réel, aussi de cette complexité qui grandit, qui fait qu'il y a une sorte de découplage. Mais il ne s'agit pas juste de décrire le réel, il s'agit quand même aussi de le transformer. Donc là, peut-être, j'aimerais vous interroger sur ce lien entre science et technique, avec l'idée qu'il y en a peut-être une qui prend le pas sur l'autre. Qu'on est entré dans ce que Jacques Ellul appelait la société technicienne, et que c'est aussi ça qui provoque alors des peurs, mais on a envie de dire peur sans forcément... je crois qu'il y a une difficulté à imaginer aussi que certains individus sont faibles, que c'est pour ça que ils sont l'objet de biais cognitifs, alors que d'autres seraient suffisamment informés pour faire la différence entre les fake news et une information réelle. Enfin, quand le phénomène est si massif, on ne peut pas juste se dire, voilà, c'est des esprits faibles qui refusent la connaissance ou la science. Est-ce qu'il n'y a pas une part de cette angoisse, je crois qu'il faut décrire ça comme ça, devant la société technicienne qui est naturelle, compréhensible et à laquelle il faut chercher vraiment des remèdes? Absolument. En tout cas, je constate que cette angoisse existe, se manifeste. D'ailleurs, je parlais de l'évolution qui s'est produite en 25 ans où je m'intéresse à ces questions. Et j'ai observé, en faisant un petit sondage auprès de mes étudiants, que le dicton on n'arrête pas le progrès, en une génération, a changé de sens. Dans ma génération, quand on était étudiant, il me semble, d'ailleurs je l'ai vérifié auprès de collègues de mon âge, dans les années 80, on n'arrête pas le progrès, ça voulait dire, c'était un jugement moral en fait, ça voulait dire, le progrès étant une bonne chose, il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire, ça ne se fait pas de vouloir arrêter le progrès. Mais des jeunes gens d'aujourd'hui, que j'ai interrogés dans des ateliers, je leur ai demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous, on n'arrête pas le progrès, et ils m'ont dit tout à fait autre chose. C'était un jugement pratique. C'était l'idée que on ne sait pas où agir pour arrêter le progrès. C'est-à-dire la marche, disons, de la technologie, c'est autonomisé par rapport à nos désirs, de sorte que nous ne savons pas où agir pour que la technologie aille dans les directions que nous souhaitons qu'elle ait. C'est quand même incroyable quand une génération, ce renversement se soit produit. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter autour de ça, mais je crois que la technologie est devenue
le produit masquant de la science. Prenez par exemple un téléphone portable. Je n'ai pas une comptabilité exacte, mais pour faire un téléphone portable d'aujourd'hui, il faut mettre à contribution dans un petit appareil de quelques centimètres cubes les travaux de pas moins de 17 prix Nobel de physique. On trouve un téléphone portable, à cette échelle-là, c'est l'objet le plus complexe qu'on ait jamais fabriqué. Or, c'est le premier objet technologique pour lequel il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Avec votre pouce, enfin votre index. Et même, on ne nous dit jamais comment ça marche. Et à la limite, il ne faut pas savoir voilà. comment Donc ça marche. C'est d'une convivialité extrême. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche pour très bien le faire fonctionner. Et si je compare cette situation à celle... Moi, je me souviens du jour où mes parents ont acheté une machine à laver la première fois. Il y avait une notice qui était épaisse comme ça, et pourtant il n'y avait que 2 boutons. Donc les choses ont changé. Autrement dit, c'est la convivialité de la technologie qui nous éloigne de la science. D'Alembert disait, plus il y aura de technique dans une société, plus cette société sera scientifique. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et même si vous prenez aujourd'hui un élève ingénieur, donc qui est au summum de la maîtrise de la technique, d'après les définitions qu'on donne de ce métier, vous demandez à un élève ingénieur, mais un téléphone portable, par exemple, vous appuyez sur l'écran, sur des touches, vous écrivez un email, votre correspondant le reçoit en Australie, sur son écran. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des ondes? Est-ce que c'est des ondes électromagnétiques? Est-ce qu'il y a des satellites dans l'affaire? Est-ce qu'il y a des pigeons voyageurs secrets qui... Mais personne n'en sait rien. Mais personne n'en sait rien. D'accord? Et donc, je pense que la science masque, pardon, la technologie masque la science, et notre éloignement par rapport à la science n'a jamais été aussi grand. C'est-à-dire, nous pouvons très bien vivre sans rien connaître à la science. C'est-à-dire, l'efficacité de la science nous permet de vivre comme si elle n'existait pas, ne se montrant que par les outils technologiques qu'elle a rendus possibles. Et ça pose la question de la liberté, d'une certaine façon, en tout cas, de la liberté de croire ou de ne pas croire à peu près ce qu'on veut, quoi. Et je trouve que c'est une situation originale, si vous voulez, intéressante. Parce que moi, je ne sais pas très bien comment faire. Parce que la science, pour l'expliquer, il faut du temps. Et c'est un peu comme la politique, d'ailleurs, je pense. La politique, il faut avoir le temps de parler, il faut pouvoir expliquer et argumenter pour convaincre, normalement. Mais aujourd'hui, on n'entend plus d'hommes politiques vraiment argumenter, les discours longs sont même pas retransmis. Et la science, c'est la même chose. Si je veux vous démontrer que le boson de Higgs existe vraiment, le minimum que je puisse faire, c'est 1 heure. 1 heure d'explication. Et encore, ça sera sauvage. Mais au moins, vous aurez quelques notions qui vous permettent de penser que ce que je dis n'est pas absurde. Mais cette heure-là, on ne l'a jamais. Le jour où on a découvert le boson de Higgs, on a annoncé la découverte le 4 juillet 2012, le réflexe des journalistes, ça n'a pas été de demander à un physicien d'expliquer en 1 heure le boson de Higgs. Ça a été de demander à 150 physiciens en 1 minute d'expliquer le boson de Higgs. Mais c'est pas linéaire. 150 physiciens qui parlent 1 minute ne diront jamais ce qu'un seul physicien pourrait dire en 150 minutes. Et là je ferai un parallèle entre la politique et la science de ce point de vue-là. Pour moi, la politique, elle a besoin de s'argumenter. Alors, vous avez vu comme moi les slogans des affiches lors de la campagne des européennes récentes. Bon, en quoi le slogan informe-t-il sur le projet? En rien. Et donc, ce qui fait que vous adhérez, c'est procède d'un tout autre registre que celui de l'argumentation. Alors attention, quand je dis argumenter, je parle de bien argumenter. On peut mal argumenter. Par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate, regardez sur Internet, ils ont beaucoup plus d'arguments que ceux qui pensent qu'elle est ronde, enfin, qui savent qu'elle est ronde. Ils ont beaucoup plus d'arguments. Ils sont tous faux, mais ils sont plus nombreux. Russell, grand logicien, disait attention à l'argumentation. On peut démontrer des choses vraies à partir d'arguments complètement faux. L'exemple qu'il donne, c'est
Si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Comme le pape et moi, ça fait 2, ça marche. Voilà. Et donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que nous allons conserver la capacité d'argumenter proprement dans un monde où nous sommes invités à aimer ou à ne pas aimer ce qui est dit? Il y a un très grand texte de Nietzsche, un très grand par la profondeur, mais très court par le nombre de mots. C'est un texte dans Humain trop humain qui s'appelle L'avenir de la science et qui a été écrit en 1871. Et dans ce texte, Nietzsche décrit exactement la situation d'aujourd'hui. Si je peux me permettre de citer quelques phrases, il dit si l'on ne satisfait pas à la condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force? Voilà. Tout est dit. Alors, beaucoup plus tard que Nietzsche, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de philosophes là, qui réfléchissent à la façon dont le numérique en particulier nous tient sous son emprise justement par nos désirs, par la facilité, par la simplicité, par tout ce qui est pratique. On a publié dans Esprit, je me permets cette toute petite page de pub parce que c'était un article qui valait vraiment la peine, un article de Marc Ouniadi sur ce qu'il appelait le capitalisme libidinal. Et donc, c'était sur la façon dont le numérique nous tient sans cesse par notre désir. Mais ce numérique, vous en avez parlé, c'est comme un nouveau langage, c'est un code, c'est donc un nouveau langage dont on est très peu finalement, qu'on est très peu à maîtriser. Donc on retrouve la question de la démocratie, vous avez parlé de ce qui se masque, de ce qui ne se dit pas, donc sans tomber dans les théories du complot, d'avoir le fonctionnement d'objets qui sont si proches de nous qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu vraiment d'éducation nationale, enfin, c'est-à-dire de même qu'il a fallu l'imprimerie pour que tout le monde puisse accéder aux connaissances qui étaient dans le livre? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde apprenne à parler ce langage? Alors, c'est la question de la transparence des codes. En fait, on peut montrer que la transparence des codes, ça sert à rien parce qu'on ne peut pas comprendre ce que fait un code simplement en le lisant. Donc, c'est une sorte de mantra. On te dit que les codes doivent devenir transparents, mais dans la pratique, c'est en fait impossible. Il y a une opacité inhérente au code et on ne peut pas demander à tout le monde de maîtriser tous les langages qu'on utilise en informatique pour devenir des citoyens éclairés. Bon. Alors, je voudrais apporter une chose sur le désir que vous avez cité tout à l'heure, enfin à l'instant. Olivier Rey, que j'aime beaucoup, qui a failli d'ailleurs venir à ces rencontres, a écrit un livre dans lequel il explique que le capitalisme américain des années 50 a fini par saturer les besoins de la population. Tout le monde avait chez soi un frigidaire, une machine à laver, etc. Et donc, comment maintenir la demande alors que les besoins sont satisfaits? Et la réponse du capitalisme a été, on va satisfaire non pas le besoin, mais la pulsion, le désir. Ils avaient lu Freud, hein. C'est ce que dit Olivier Rey, que les gens qui ont pensé cette mutation, qui a fait passer de la réclame à la publicité. La réclame, en fait, elle informe. La publicité, elle vient exciter des désirs pour consommer. Donc le désir, c'est quand même le moteur de toute l'affaire. Or, pour ce qui est du numérique dont vous parlez, on est complètement schizophrènes les uns et les autres. C'est-à-dire qu'à la fois, on est bien conscient qu'en donnant nos données en échange des services donnés, on donne quelque chose qui est le prix à payer pour ce service qui nous est vendu gratuitement. Mais on paye, en fait. On paye Facebook, etc., en donnant nos données, à partir desquelles des logiciels vont s'activer pour voir quels sont vos choix, quelles sont vos opinions politiques, etc. Et
Moi, je suis absolument stupéfait de la docilité avec laquelle, et même de l'enthousiasme avec lequel nous livrons nos données, nos photos de vacances, nos opinions, des choses qui, pour nous, ont semble-t-il grand intérêt, mais qu'on va diffuser alors qu'elles n'intéressent personne. Enfin, il y a quelque chose d'assez pathologique là-dedans, dans le fait de se montrer en toutes circonstances comme si chaque événement de notre vie méritait une reconnaissance mondiale, quoi. Et tout ça, ça alimente les données. Ça alimente les données. Les logiciels sont quand même encore imparfaits. Pas plus tard qu'hier, moi, j'ai la faiblesse, parfois, quand j'ai pas le temps d'aller à la librairie, que je fréquente pourtant beaucoup, j'ai commandé un livre sur Amazon, et j'en ai déjà commandé dans le passé, donc j'ai une petite liste de commandes Amazon. Et Amazon, ayant analysé par un algorithme les livres que j'ai tendance à commander, me recommande d'acheter mes bouquins. Bon. Donc, C'est- ils n'ont pas encore fait le lien entre le consommateur et le producteur. C'est rassurant quand on se dit que tout n'est pas encore Mais c'est complètement au rassurant, point. oui. Ça veut dire que mes lectures sont cohérentes avec mes livres. Voilà. Non, mais voilà, mais je pense que voilà, je pense que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se construit et de comprendre ce qui se détruit. Mm. On a parlé de Michel Serres tout à l'heure. Michel Serres était un grand chantre des nouvelles technologies, comme vous savez, mais en fait, lui pouvait se positionner comme il l'a fait par rapport à elle, parce qu'il venait de l'ancien monde. Parce qu'il venait de l'ancien monde. Et donc, il avait un regard éclairé qui lui permet de circuler intelligemment dans ce réseau. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui, qui n'ont connu que ce monde, vont-ils aller de leur propre initiative faire toutes les lectures que Michel Serres a faites dans sa vie? Et non, non. Et si on n'a pas cette connaissance en amont, on est victime de toutes sortes de silos cognitifs. C'est-à-dire que votre façon de vous propager dans Internet est très liée à ce que vous pensez. Et vous allez être enfermé dans votre pensée alors que vous prétendez vous ouvrir. Tout simplement parce que le cerveau, il a été modulé au cours de l'évolution pour maximiser votre confort psychique. Et donc, vous allez aller vers les textes, les idées qui correspondent à vos idées. On ne va pas lire pour se faire du mal. Quand on est de gauche, on ne lit pas le Figaro. Quand on est de droite, on ne lit pas Libération. On veut être conforté. Et donc notre façon de circuler sur Internet, sans qu'on en ait conscience, conforte ce que nous pensons. Si vous êtes climato-sceptique, en voyageant sur Internet, vous renforcerez votre climato-scepticisme. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Quelles sont les parades? Je ne les connais pas vraiment, mais en tout cas, il faut les avoir en tête pour agir proprement. Est-ce que sur cette question du désir, ce qui s'est produit aussi, c'est qu'on a perdu la vision d'un avenir désirable. Dans ce petit livre, Sauvons le progrès, vous parlez de notre rapport au temps, et précisément l'opposition entre un temps constructeur, un temps qui va quelque part, un temps qui nous emmène quelque part où on a envie d'aller, et un temps destructeur. Vous dites aussi que on peut faire le lien avec certaines découvertes, par exemple la thermodynamique qui montre que tout se consomme, tout se consume, tout se dégrade, tout devient de l'agitation. Et donc on a finalement perdu, pour le coup, la foi, enfin, ou l'espérance en un avenir meilleur. Est-ce que c'est ça ce qui se produit? Absolument. Alors, en général, on résume cette question en demandant à la personne interrogée, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Bon. Pour moi, c'est pas du tout la question. D'ailleurs, je reprendrai volontiers la définition de l'optimisme que proposait Jean d'Ormesson. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Bon, pour moi, l'optimisme concerne simplement ce champ-là. La question, c'est comment être lucide. Alors, avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, que j'ai déjà cité, on a fait un petit travail tout simple. Il y a des logiciels qui permettent de compter l'occurrence des mots, de certains mots dans les discours publics. Bon. Et ce qu'on a constaté, alors de façon très quantifiée, mais chacun, avec son oreille, a déjà pu le constater, c'est la fulgurante disparition
du mot progrès dans les discours publics. C'est-à-dire, on a regardé, donc le déclin commence à la fin des années 80 du siècle précédent, au moment où réapparaît le mot innovation, qui n'existait pas à l'époque. C'est un très vieux mot, j'y reviendrai, mais le mot innovation, quand j'étais étudiant dans une école d'ingénieur, aucun des professeurs ne l'utilisait. On parlait d'invention, d'application, de découverte, de brevet, mais pas d'innovation. Le croisement des deux courbes, l'innovation qui monte, le progrès qui décroît, se fait en 2003. Je parle de la France, hein, mais la même chose vaut dans les pays européens, d'autres pays européens. Et puis, le mot progrès s'éteint entre 2007 et 2012. Il s'éteint, il disparaît. Donc vous avez un mot qui a été le mot structurant de la modernité pendant 3 siècles et demi, qu'on a écrit avec une majuscule, qui disparaît. Quand même incroyable. Il y a un test que vous pouvez faire. En 2007, tous les candidats à la présidentielle utilisent le mot progrès dans leur discours, évidemment dans des contextes différents, des fréquences différentes, mais ils le revendiquent tous. En 2012, plus aucun. Le mot progrès est remplacé par le mot innovation. On peut se dire que c'est simplement une permutation de mots sans changement de sens. Mais avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, on a voulu le vérifier et on a fait une enquête assez longue sur l'histoire du mot innovation et on l'a comparé à l'histoire du mot progrès. Et on se rend compte que notre discours sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Et même notre discours sur l'innovation contredit l'idée de progrès. Si j'avais 1 heure, je vous expliquerai les choses en détail, mais je résume. Le mot innovation, c'est un mot qui apparaît au XIVe siècle en bas latin, dans le vocabulaire juridique. Une innovatio, c'est ce qu'il faut changer dans un contrat pour que le contrat demeure valide après qu'il se soit produit un changement autour du contrat. Ce qu'on appelle un avenant aujourd'hui. Donc, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour que le contrat ne change pas. Machiavel reprend la notion en politique. Le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover, sauf quand son pouvoir est menacé. Encore un principe de conservation. Ensuite, celui qui va vraiment théoriser l'innovation, c'est Francis Bacon, philosophe anglais du XVIIe siècle, donc avant les Lumières, qui écrit un livre en 1625 qui s'appelle « Essais et conseils civils et moraux », dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation ». Il parle de l'innovation technique, il est le premier à le faire. Moi, je donne ce texte à lire à mes étudiants, sans leur dire qui l'a écrit, ni quand ce texte a été écrit. Et comme ça a été traduit chez Vrin en français moderne, ils me disent c'est un texte Jacques Attali, je sais pas, Alain Minck, bref. Donc ça veut dire que nous parlons de l'innovation aujourd'hui comme on en parlait du temps de Francis Bacon. Que dit Bacon? Que le temps qui passe dégrade la situation. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation. L'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. D'accord? Donc le temps est corrupteur. Et l'innovation maintient le monde, empêche la corruption de gagner à la fin. Il ajoute qu'il ne faut pas innover trop rapidement, sinon la population rejette l'innovation. Il ne faut pas non plus innover trop lentement, parce que si on innove trop lentement, les dégâts produits par le temps qui passe deviennent irréparables. Et donc il conclut en disant il faut innover au rythme du temps, qui est une phrase ambiguë. Maintenant, vous lisez le rapport de la Commission européenne de 2010, qui veut faire de l'Union européenne l'union de l'innovation pour l'horizon 2020, en remplacement du traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Union européenne la société de la connaissance. On est passé de connaissance à innovation. Si vous lisez la première page du document, qui fait 50 pages au total, document dans lequel le mot innovation est cité 307 fois, sans être nulle part défini. On dit voilà, l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité s'accroît avec le temps qui passe, compétitivité vis-à-vis des grands blocs extérieurs, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, changement climatique, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. C'est Francis Bacon. C'est pas la philosophie des Lumières. C'est Francis Bacon. Le temps qui passe est corrupteur et on doit travailler à empêcher la disparition de notre monde.
La philosophie du progrès, c'est tout à fait autre chose. C'est le temps est constructeur, il est complice de notre liberté et de notre volonté, et on est capable de configurer un avenir attractif et crédible qui sera notre avenir si nous consentons à fournir les sacrifices, parce qu'il n'est pas automatique, qui permettront à ce nouveau monde d'advenir. Donc quand on dit c'est une idée qui est doublement consolante et sacrificielle. Elle est consolante parce que elle nous console des malheurs du présent au motif que nos enfants vivront mieux que nous. Elle est consolante aussi parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Alors, Luc Ferry résume ça en disant « Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose que le futur collectif soit dessiné. Or, il ne l'est plus. Personne ne parle de 2050. Moi, quand j'étais adolescent, on me parlait de l'an 2000 tous les jours. Moi, personne ne parle de 2050 à mes enfants. Et je pense que là, ça crée une vacuité angoissante. Le futur est laissé en jachère intellectuelle. Et ça vient aussi du fait que quand les scientifiques, je ne parle pas de ceux qui étudient les trous noirs ou qui font de la physique des particules, je parle des scientifiques qui s'intéressent au climat, à la biodiversité, à la pollution, à l'énergie. Quand un scientifique parle du futur, ce qu'il dit n'est pas du tout attractif. Ce qu'il dit n'est pas du tout attractif. Pourtant, c'est crédible. Et donc, l'assise même de l'idée de progrès a été, en quelque sorte, terrassée par le fait que, quand un discours concernant le futur est crédible, il n'est plus attractif. Et donc, ça demande, non pas qu'on abandonne le mot progrès, pour le remplacer par l'innovation, dont la rhétorique est quand même mortifère. La rhétorique de l'innovation, c'est les gars, si on n'innove pas, on meurt. Les gars, si on n'innove pas, on meurt. C'est une rhétorique un peu triste, puisque c'est l'état critique du présent qui commande nos agissements, et non pas l'idée que nous faisons du futur. Et donc, il faut, à mon avis, si on croit au progrès, certaines formes de progrès, retravailler l'idée de progrès, c'est-à-dire la soumettre à elle-même. C'est-à-dire faire progresser l'idée de progrès pour qu'elle devienne à nouveau crédible, pas forcément attractive, parce qu'on va sans doute un peu dérouiller au XXIe siècle. Elle n'est pas forcément attractive, mais on va pouvoir agir à partir, en ayant le courage de tenir compte de ce que nous savons. Le courage, un peu Kant si vous voulez, le courage de tenir compte de ce que nous savons. Kant, il disait « et le courage de te servir de ton entendement ». C'est une phrase ambiguë parce que moi, j'entends des étudiants me dire « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein parce que ce qu'il dit, je ne le sens pas. » Bon. Donc, je pense que l'entendement, il a été tellement dopé au narcissisme qu'il faut... bon. Par contre, ayons collectivement le courage de tenir compte de ce que nous savons. Alors, vous savez tous que dans ces dernières années, nous avons développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. D'accord ? Songez à la fausse controverse sur le climat en France en 2009, qui a fait capoter des sommets internationaux, avec des arguments de bon sens. D'accord ? On développe des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Il faudrait qu'on laisse ça derrière et qu'on arrive à penser le futur à partir de ce que nous savons du futur. C'est évidemment difficile, parce que paradoxalement, nous avons compris des choses qui nous empêchent de prévoir. Nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire. Or, nous ne savons pas dire ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas dire ce que nous allons faire, nous ne savons pas dire ce qui va se passer. Voilà. Et c'est ça qui crée ce sentiment d'un futur catastrophique. Moi, je ne crois pas du tout à... J'ai des collègues, des amis scientifiques qui nous parlent de la fin de l'humanité à court terme, etc., à cause de l'effondrement de la biodiversité, etc. Moi, je suis persuadé que ça va secouer, mais ça a toujours secoué dans l'histoire. Ça va continuer à secouer. Mais je pense qu'il y aura des humains à la fin du XXIe siècle. Ce qui est menacé, ce n'est pas l'humanité. Même si une partie d'entre elles risque de vivre dans des conditions
invivable. Ce qui est menacé, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire l'idée que nous appartenons collectivement à un destin commun. En gros, que nous sommes sur le même bateau, et ce bateau, c'est la Terre. Et on n'ira pas ailleurs. Nous sommes des êtres géocentrés. Nous ne quitterons pas la Terre. Nous sommes terriens avant d'être humains. On peut envoyer des gens sur Mars. Ils ne seront pas nombreux et ils cesseront d'être humains assez rapidement. Vous emmenez 10 personnes au sommet de l'Everest pendant une semaine, vous les récupérez et vous ne reconnaîtrez pas des humains. Notre humanité, elle s'est construite sur la Terre, dans certaines conditions particulières de la Terre. Donc penser qu'on va retrouver ça ailleurs, alors que la planète, l'exoplanète la plus proche est à 40 années-lumière, qu'il faudra plus d'1 million d'années pour y aller avec un vaisseau, 1 million d'années. 1 million d'années à ce point du rayonnement cosmique. Hein. Je crois que c'est... Donc il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de terre B, disons. Et donc il faut raisonner en ces termes. C'est douloureux, mais c'est diablement intéressant. On est quand même la première génération. Alors, on vit quand même une période extraordinaire. Bon, vous pourrez dire, je parle aux jeunes, les plus vieux savent qu'ils ont vécu le moment où un homme a marché sur la Lune pour la première fois. C'est quand même dans l'histoire, on était là. C'est quand même incroyable. On a vécu la découverte du boson de Higgs, on a vécu la découverte des ondes gravitationnelles, la première photo d'un trou noir, et on a vraiment découvert aussi que ce qui va se passer dépend en grande partie de ce que nous allons faire. Enfin, c'est un argument pour s'engager autrement puissant que l'invocation de la fin du monde qui démobilise. Si vous dites que c'est la fin du monde, ça aboutit paradoxalement à une forme de carpe diem. Hein. Si c'est foutu, profitons-en. Je vous rappelle que l'anagramme de carpe diem, c'est ça déprime. Ça dit tout. Merci beaucoup. Alors, ça me paraît très bien de finir sur un anagramme. Finir pour moi, voilà, je ne voudrais pas abuser de mon privilège. Mais j'ai une autre anagramme qui est dans le livre. L'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. Ah, il est bien. Alors, et du coup, moi, j'ai eu le droit de poser plein de questions. Je crois que c'est votre tour maintenant. On a une vingtaine de minutes, si ma montre me dit la vérité. Et donc, on peut prendre quelques questions de l'auditoire. Alors, juste avant, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Damien, je travaille pour le Conseil de développement qui co-organise donc ces entretiens liberté. Juste pour le signaler, comme j'ai pu le dire à Étienne Klein, cette conférence a été préparée par ce collectif de citoyens au mois de mai à travers une lecture collective d'un ouvrage de Mathias Girel qui s'appelle Science, territoire de l'ignorance. Donc, on va proposer à l'une des personnes qui a pu travailler sur cette lecture collective, peut-être qu'elle nous fasse part pour démarrer les questions d'une de ces questions et ensuite on prendra peut-être des paires de questions pour permettre à Étienne Klein de réagir. Merci. Bonjour, alors effectivement j'ai la charge d'ouvrir les débats et puis peut-être de témoigner un peu de cet exercice. Alors je crois qu'il y en a des citoyens dans la salle qui étaient là pour cette séance d'arpentage qui était très intéressante parce que moi je connaissais pas du tout. On a tous eu 10 pages du bouquin de Mathias Girel, on les a lus dans notre coin et ensuite on s'est retrouvés pour échanger autour de nos ressentis et puis des questionnements que ça pouvait générer. Alors il y avait des petites choses que je souhaitais souligner par rapport à ce qui a été dit, notamment sur comment on rencontre le grand public. Je crois qu'on était 70 à peu près si on a bien compté et c'était vraiment des gens de toutes origines sociales, de tous âges aussi, il y avait des très jeunes et puis des beaucoup plus âgés, d'horizons très divers et ça c'est je crois ce que l'on doit au Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole que de rendre des événements comme ça parce qu'on a lu quand même un bouquin de philosophie et ce qui a été le premier sentiment général ça a été mais c'est ça la philo. Pourquoi on ne nous a jamais enseigné ça? Et c'était assez amusant de voir donc vraiment des plus jeunes, enfin des plus jeunes qui doivent avoir 18 ans, d'autres personnes se dire mais en fait on veut faire de la philo, on veut pas faire de la philo comme on a fait ou comme on fait au lycée, mais on aimerait bien faire de l'histoire des sciences, philosophie des sciences. Et donc il y avait donc cette première grande question qui a été celle de l'éducation populaire, comment on peut rendre accessible justement cette philosophie qui en fait l'est réellement.
Et puis ce qui est vraiment ressorti aussi comme grand questionnement, donc ça a été abordé évidemment la question de la légitimité de la science, mais surtout la question du doute et de la place du doute. Alors à la fois au niveau collectif, donc avec, enfin on peut dire au niveau général ou collectif, avec... Pardon ? Oh pardon. Bon, alors je vais donc conclure sur la question du doute au niveau donc général et individuel, comment on vit avec le doute et surtout mais comment on peut se le réapproprier puisque c'est le propre du chercheur sans tomber dans justement tous ceux qui s'y engouffrent. Je réponds, hein, c'est ça, sur le doute. Ouais. Non mais j'avais un doute, c'est pour ça. Alors, une petite remarque sur ce que vous avez dit à propos de l'enseignement de la philosophie. Moi, je ne critique jamais le corps professoral parce que je pense que c'est un corps héroïque d'enseigner la physique, la philosophie, les mathématiques à des jeunes gens qui ont des tablettes et qui sont constamment sollicités par toutes sortes de choses intéressantes. Capter l'attention d'un public, quand on est professeur, c'est pas si simple. Et ce travail me semble être de plus en plus héroïque. Néanmoins, et ça rejoint ce que vous dites sur l'enseignement de la philosophie. Il y a eu comme sujet de bac cette année, donné dans une série, dans la série littéraire, peut-on échapper au temps? Et ce qui m'a surpris, c'est de lire les corrigés officiels. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait des corrigés officiels. Et en gros, il fallait dire ceci. Ben non, on n'échappe pas au temps parce qu'on est mortel. Je vous le fais court, hein. On n'échappe pas au temps parce qu'on est mortel. Mais l'homme aspire à l'éternité et il est capable d'expériences qui lui font oublier sa mort. L'expérience du beau, de l'art, de la vérité peut-être. Conclusion, on peut pas échapper au temps, mais on peut échapper à la pensée du temps. Il faut donc vivre du mieux possible le temps qui nous est imparti. Alors, ouais, c'est officiel. Bon, moi, je ne savais pas que le temps, c'est la même chose que la mort, par exemple. Je ne vois pas en quoi cette question, dans sa réponse, ne mobiliserait pas les travaux des physiciens. Einstein, il a dit des choses sur le temps. Enfin, est-ce qu'on peut penser le temps comme le pensait Épicure? Seulement. Je dis ça parce que le même sujet a été donné à l'agrégation de philosophie cette année, le temps. Bibliographie, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Mais Newton, Einstein, Boltzmann, que je citais tout à l'heure, ils ont changé notre façon de comprendre le temps. Alors on pourrait dire, les physiciens parlent du temps, les philosophes parlent du temps, c'est le même mot. Très bien. Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent la même chose? On se doute que non. S'ils ne disent pas la même chose, à qui accorder du crédit? Donc moi, si vous voulez, en tant que physicien, si on me pose la question, peut-on échapper au temps? Je réponds non. Et j'argumente pas, c'est non. D'accord? C'est non. Le fait de penser ou de ne pas penser à la mort n'empêche pas de mourir. Sinon, on serait tous immortels. Hein. Bon, bref, vous voyez, ce découplage sur des questions communes entre la science et la philosophie, je trouve ça ravageur. Ravageur pour les esprits. Ça fait qu'on est dans les cours de philosophie, on est dans le commentaire de texte, alors qu'il y a des découvertes faites par les physiciens qui sont des découvertes philosophiques. Le boson de Higgs, c'est une découverte philosophique. Au sens où si on tenait compte de ce que nous avons appris par le boson de Higgs, on changerait certains textes de philosophie sur le lien entre matière et masse. Mais évidemment, on ne va pas le faire. Maintenant, sur le doute. Regardez, le slogan des climato-sceptiques du temps de Claude Allègre, c'était « La science et le doute ». La science et le doute. C'est un slogan qui a été inventé par Philip Morris, le fabricant de cigarettes. Quand, c'est une longue enquête, peut-être vous avez vu les livres qui rappellent cette enquête, quand on a vu que la corrélation entre cancer du poumon et tabagisme n'était pas une corrélation, il y a une cause commune, mais une causalité. Philippe Maurice a rédigé une note interne pour ses cadres, disant « Désormais, ce que nous allons vendre, ce ne sont plus des cigarettes,
c'est du doute. Et l'industrie du tabac a financé des recherches pour tenter de montrer que si on a un cancer du poumon, alors qu'on est fumeur, c'est pas à cause du tabac, c'est à cause d'un gène pourri qui s'active. D'accord? On fait de la recherche. Et en faisant de la recherche, on procrastine. D'accord? Donc, la science, ça n'est pas le doute. Ce qui est le doute, c'est la recherche. Vous faites de la recherche parce que ce que vous savez pose des questions dont vous ne connaissez pas les réponses. Donc, vous doutez et vous cherchez. Mais je ne connais pas un seul physicien qui doute de l'existence de l'atome. Vous avez évidemment le droit de douter de tout au nom d'un scepticisme radical. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, comme disait l'autre, ce qui est une phrase autoréférente dont le message contredit l'énoncé. C'est comme quand vous dites il n'y a pas de vérité. Bah, s'il n'y a pas de vérité, tu la fermes et tu ne dis pas qu'il y a des vérités. Hein, Si tout est relatif, il est relatif que tout est relatif. On se gargarise de phrases autoréférentes comme ça. Il est interdit d'interdire, etc. Ce sont des pièges pour la pensée. Ça provoque des crampes mentales. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous doutez de tout par principe, vous devez être cohérent avec vous-même. C'est-à-dire, vous devez douter de votre doute, puisque vous doutez de tout. Et si, par exemple, vous vouliez me défendre l'idée que on a le droit de douter de l'existence de l'atome, ben je vous dis d'accord, mais soyez cohérent. Si vous doutez de l'existence de l'atome, dont la réalité bénéficie de beaucoup plus de preuves que de preuves associées à votre présence ici, moi, je peux douter de votre présence ici. Je peux dire que je suis mal réveillé, que je suis en train de rêver, que j'hallucine, j'ai consommé des substances, ou bien vous êtes des produits de ma conscience. Je suis solipsiste, vous êtes des produits de ma conscience. La preuve de votre existence, ici et maintenant, est beaucoup plus fragile que la preuve que nous avons, nous, physiciens, de l'existence des atomes. D'accord ? Donc, si vous dites la science et le doute, alors doutez absolument de tout. Et c'est dommage parce que vous allez passer à côté de connaissances qui sont celles dont on a le moins de possibilités de douter. Voilà ce que je dirais. Il y a des choses dont on ne doute plus. Alors, peut-être qu'on peut prendre une série de 2 ou 3 questions et on laissera Étienne Klein répondre après. Oui, bonjour. Moi, je suis chercheur au CNRS et je m'intéresse au discours de la science dans les médias. Et en fait, en pratique, ce que tout le monde sait maintenant, pour les gens qui travaillent là-dessus, c'est que quand les médias parlent de science, c'est quasiment uniquement biomédical. Or, la recherche biomédicale, il y a un gros problème, c'est que clairement, les journalistes ne comprennent pas la différence entre connaissance et recherche. La recherche est incertaine par définition, hein, et on n'a toujours pas découvert le mécanisme basique du cancer, à supposer qu'il existe. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit inutile de faire de la recherche, mais il y a un gros problème de médiatisation, parce que le fait est que beaucoup d'études qui sont médiatisées s'avèrent fausses, le fait est. Et du coup, mon problème, c'est, moi qui travaille là-dessus, et sur le discours d'une part, et le fait que les recherches sont peu réplicables, qu'est-ce que je dois faire passer au public? D'une part, est-ce que c'est la science qui est tout le temps fautive, ou est-ce que c'est ayez patience, vous voyez? Je veux dire, il y a un problème je ne voudrais pas alimenter, autrement dit, le doute systématique d'un autre côté. Merci pour cette remarque, ce constat que je fais aussi, hein, mais j'ai pas la réponse en fait, parce que moi je me rends compte que je me suis planté en fait, au sens où moi j'ai toujours cru naïvement que pour transmettre la science, il faut non pas la simplifier, mais la clarifier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Simplifier, on coupe ce qui dépasse parce que c'est trop difficile. Clarifier, ça veut dire aller vraiment voir ce que disent les équations, en l'occurrence, travailler ça, comprendre ce que les théories physiques nous diraient du temps, en l'occurrence, si elles pouvaient parler, et ensuite trouver un moyen de critiquer le langage ordinaire pour lui faire dire des choses que le langage ne dit pas spontanément. Or, le langage commun, médiatique notamment, il n'est pas porté par sa propre critique, il dit des choses et il n'arrive pas à intégrer les messages qui viennent de la science. Maintenant,
Et aussi que si vous dites les choses pour ce qu'elles sont, en expliquant les doutes, les questions, les inquiétudes des chercheurs, leurs hésitations, leurs enthousiasmes, vous allez produire une prose très longue qui sera peut-être pas lue. Moi, j'en ai discuté avec des journalistes scientifiques. Ils sont d'accord avec moi sur le principe qu'il faudrait faire ça, mais ça marche pas. Donc, ils choisissent des titres racoleurs. Ils sont beaucoup sur la promesse. La promesse. Le nombre de fois où des magazines scientifiques ont annoncé pour bientôt un traitement contre le cancer, c'est innombrable. Mais la question, c'est est-ce qu'on attend de la science de nous aider à réfléchir, ou est-ce qu'on attend de la science qu'elle nous sauve? Il me semble que les gens attendent de la science qu'elle les sauve. Et donc, toute amorce de titre qui laisse entrevoir un espoir est aussitôt balancée par un titre qui va lui promettre la catastrophe. Et donc, on est dans des sauts émotionnels permanents, espoir, crainte, impression, et c'est ce que disait Aristote, hein, que c'est les deux ressorts de notre intérêt, soit d'avoir peur, soit d'être enthousiaste. Et on n'arrive pas à sortir de ça. Donc je n'ai pas de réponse concrète à votre question, mais je suis conscient, comme vous, qu'il y a là une véritable difficulté. Avions-nous d'autres questions? Oui, moi je suis formation ingénieur. Disons, j'ai l'âge, j'ai 60 ans, et j'ai connu, ça m'a passionné tout ce que vous avez dit sur les changements lors de ces dernières décennies. Donc scientifique, je voulais être astronome, donc je vous connais parce que j'étais aussi à un festival de Florence d'astronomie. Et en particulier, je m'aperçois que depuis des années, dans ce festival par exemple d'astronomie, des thèmes très, très physiques, physique scientifique, deviennent de plus en plus métaphysiques, philosophiques, sur la nature, etc. C'est là que j'ai entendu Hubert Reeves, on en parlait tout à l'heure, qui disait que, par exemple, qu'il a toujours rêvé d'aller dans l'espace, mais que maintenant, compte tenu des ressources, du problème des ressources sur Terre, il renonçait. Si on lui proposait d'aller dans l'espace, il dit non, c'est pas raisonnable, donc je ne vais plus aller dans l'espace. Donc c'est une espèce de renoncement. On parlait des désirs tout à l'heure. Ce qui a fait le moteur un peu de l'humanité pendant quelques millions d'années, c'est le désir et le progrès. Et maintenant, on commence à montrer ça au niveau cérébral. Donc par rapport à ce que vous disiez, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, en effet, on sait que la Terre, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de plan B, et qu'une croissance infinie, etc., sur une Terre finie, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il est là le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui, enfin tout le monde devrait savoir que c'est un fait. Et ça, l'humanité le découvre aujourd'hui. C'était il y a 30 ans, non. Enfin, moi, j'ai fait des voyages, j'ai profité, je me suis épanoui. Maintenant, j'ai ma fille qui a 30 ans, je ne peux plus lui dire la même chose. Parce qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc c'est quand même assez inquiétant, je pense, au niveau humain. Donc en tant que scientifique, par exemple, je connais d'autres gens aussi où les enfants diraient moi, je n'ai pas envie de faire de la physique parce que ça, je ne vois pas bien finalement. En effet, on ne pourra pas aller sur Mars, on ne pourra pas aller. Donc ça sert à quoi Voilà, donc c'est un peu, c'est pas désespéré ou espéré, mais je comprends un peu votre désarroi aussi à répondre à certaines questions. Maintenant, pour nous sauver, moi j'ai mon bouquin d'anagramme, je vais faire signer après, c'est là-dessus que ça va nous sauver. Il y a d'autres dimensions. Merci. L'anagramme comme une autre dimension, je trouve ça formidable. C'est le contraire de la phrase autoréférentielle, ça ouvre sur Ouais, ce d'autres qui est embêtant avec les réalités. anagrammes, c'est que l'anagramme de la vérité, c'est relative. Je crois que nous avions une autre question de ce côté, mais vous voulez peut-être Oui. répondre d'abord? Non, j'ai pas vu une main se lever ici. Si, madame. Si. Donc, je suis moi-même chercheur CNRS. Donc, j'aurais beaucoup de questions, mais bon, je vais rebondir directement sur la personne avant le dernier, le monsieur qui vient de parler. Donc, en fait, j'ai l'impression que nous sommes passés d'une ère, d'une époque où, là où j'ai vécu, moi, quand j'ai commencé ma carrière, de croire que la science et la technique pourraient tout résoudre. Une confiance absolue dans les chercheurs, et c'est ce que j'avais, moi. Et d'ailleurs que j'ai toujours, c'est l'idée du progrès dont vous avez parlé. Ce progrès, et allons-nous-y, parce que nous avons confiance absolue. Et on est passé à une étape de croyance, en fait, que l'opposé complet,
que la science et la technique nous amènent à notre propre perte et à notre destruction. Je pourrais même dire fake innovation, carrément, parce que c'est ça. On a besoin d'innovation factice. Alors après, je suis positiviste, fondamentalement. Donc j'aimerais vous dire, en fait, le centrisme, je suis tout à fait d'accord pour le centrisme. Et ne pourrions pas, nous, créer un mot pour réconcilier tout le monde dans l'idée de retrouver le progrès, d'un relativisme bienveillant qu'on appellerait centrisme, au sens, ce n'est pas un relativisme d'extrême, mais c'est un relativisme éveillé, prêt à comprendre que nos techniques actuelles, forcément, ont apporté énormément de résultats, mais elles sont relatives au sens où elles nous font voir, à chaque fois, elles nous démontrent une partie, comme un puzzle, de la réalité. Et ce puzzle est en train de se construire et n'a pas fini de se construire. Donc oui, le progrès, nous sommes dans la marche du progrès pour décrypter ce puzzle qui s'offre à nous. Qu'en pensez-vous ? Merci pour ces questions, commentaires qui me dépassent complètement, comme si je pouvais résoudre ces questions par tel ou tel propos ou telle action. Moi, je fais un constat très proche du vôtre, hein, mais je pense que on a la responsabilité vis-à-vis, disons, de la jeunesse, de tenir un discours qui les engage à agir et à s'instruire. Voilà. Je suis contre toute forme de spontanéité en la matière. Dans les entreprises, on dit beaucoup soyez créatifs, avec l'idée que l'inconnaissance est une source de créativité. Non. Je ne crois pas que ça marche. Pour répondre à monsieur, il y a un sondage qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui a été fait par une fondation sérieuse, je crois, qui montrait qu'en France, seuls 16% des jeunes, ou même 14%, souhaitent vivre dans l'avenir. Ce qui est quand même d'ailleurs une question un peu stupide, parce que je ne sais pas très bien où ils vivront ailleurs que... Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de désir d'avenir. Personne n'est pressé d'arriver en 2025. Ça veut dire que si on vous proposait une capsule temporelle vous permettant d'atterrir en 2040, directement, sans prendre de l'âge, évidemment, c'est la garantie, sans prendre de l'âge, mais en étant bloqué là-bas, sans possibilité de revenir, vous diriez non. Il n'y a pas d'impatience de 2040. Alors qu'il y avait une impatience de l'an 2000. J'entends aussi beaucoup de gens dire que c'était mieux avant, etc. Michel Serres a d'ailleurs écrit un livre là-dessus. En fait, on peut toujours se référer à une période du passé que nous connaissons par les historiens, qui nous paraît intéressante. Par exemple, moi, je rêverais d'assister aux conférences de l'Hôtel Métropole qui avait lieu à Bruxelles en 1927, là où est née la physique quantique, où il y avait Einstein, Bohr, Heisenberg et tous les autres qui ont mis sur pied cette nouvelle physique. Je donnerais tout pour assister de mon vivant, si j'ose dire, à leur discussion. Mais assez vite, je me dis, mais si j'avais une rage de dents, là, en 1927, il faut aller chez le dentiste, j'ai pas le courage. D'accord ? Donc, personne ne supporterait de vivre dans le passé en ayant connaissance de la suite de l'histoire. Évidemment, si vous ne connaissez pas la suite de l'histoire, bah, vous vivez dans le passé comme vivaient les gens du passé. Mais vivre en 1927, en sachant que plus tard, on pourra aller chez le dentiste sans avoir mal, c'est une expérience psychiquement intenable. Et c'est ça qu'on appelle le présentisme. Et c'est le présentisme qui non pas nous tue, mais tue nos espérances. Le passé, c'est pas un lieu attractif. Et le futur, c'est pas un lieu attractif. Et ça nous bloque mentalement, intellectuellement, psychiquement. Et je pense qu'il y a dans ce phénomène-là, pas seulement tout ce qu'on a dit, à savoir que ce qu'a dit Madame, il y a une sorte de retournement, l'idée que la figure de la révolution a été détrônée en une génération par la figure de la catastrophe. Quand j'étais lycéen, on me distribuait tous les matins un tract en m'invitant à faire la révolution et donc à préparer un futur désirable et attractif. Aujourd'hui, on m'explique tous les matins que si je ne fais pas ceci, il va y avoir une catastrophe. D'accord ? C'est quand même une inversion de polarité extraordinaire. Et je pense qu'il y a un effet numérologique dans cette histoire. C'est que l'an 2000, c'était un changement de siècle et même de millénaire.
Et donc, on s'est dit, l'an 2000, c'est spécial. C'est un point dans le temps qui est spécial, alors que c'est complètement arbitraire. Et qu'on a attendu l'an 2000, un peu comme lorsqu'on est alpiniste, on attend un sommet. Dans la montée, on est concentré, on est tendu par l'objectif, on est spinoziste. Il y a une sorte d'union entre l'esprit et le corps. Et en général, on a la pêche. Puis on fait le sommet, on l'atteint, grande joie, pas très longue, et on redescend. Et ça, c'est la galère. C'est là qu'arrivent les accidents, on est fatigué, on a mal aux genoux, et on jure de jamais repartir en montagne. Et on est un peu là-dedans. C'est-à-dire, il y a une telle attente de l'an 2000 qu'aujourd'hui, on est dans la descente, on parle de déclin, et on a le plus grand mal à configurer un horizon projectif qui est le même statut. 2050, ça parle à personne, 2100 non plus, et quand l'Europe veut se donner un horizon, elle parle de 2020. 2020. D'accord ? Ça ne marche pas. Il faut penser à 2050, 2100, c'est-à-dire penser à une échéance qui concerne nos enfants en posant des questions qui sont quels sont nos leviers d'action ? Qu'est-ce qui est déterminé ? Le climat, il est déterminé par les lois physiques que nous connaissons. Qu'est-ce qui est déterminé ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Où est-ce qu'on peut agir ? Par quels moyens ? Etc. Et c'est quand même des questions diablement intéressantes. Moi, je voyage pas mal en Europe ou ailleurs, et moi, je trouve qu'en France, je sais pas, on a un rapport triste à ces questions, alors que dans d'autres endroits, il me semble, y compris dans des endroits qui vont beaucoup plus mal que la France, on a un rapport plus excité à ces questions, plus excité. Ça manque d'excitation en France. Il y a beaucoup de nervosité, mais il n'y a pas d'excitation. Or ça, c'est quand même des sujets excitants. Si j'avais 20 ans, je ne m'engagerais pas dans la physique des particules. Je m'engagerais sur les questions d'énergie. Voilà. Un peu comme vous le disiez, monsieur, à propos du Berry, ce qui a changé. Je dirais, parce que l'énergie, si je peux dire un mot là-dessus. Oui, tout à fait. L'énergie, c'est un sujet qu'on ne pourra pas traiter sans tenir compte de la physique. Comme disait Richard Feynman, grand prix Nobel de physique, la nature ne peut pas être dupée. La nature ne peut pas être dupée. On peut duper les gens, pas la nature. Alors, j'ai assisté à beaucoup de discussions sur la transition énergétique, à l'office parlementaire, par exemple, pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le nombre de phrases qu'on entend qui violent la physique est colossal. Et donc, ces phrases disent des choses qui n'auront jamais lieu. Pareil, et qui nous trompent dans notre rapport à l'énergie. Par exemple, on entend dire, on parle de production d'énergie. Mais vous savez que jamais personne n'a produit d'énergie. C'est impossible. C'est impossible. Parce que l'énergie se conserve. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, de la transférer à un autre système, ou bien de changer la forme de l'énergie. Elle était, je sais pas, elle était mécanique, elle devient thermique. Elle était thermique, elle devient lumineuse. Vous pouvez changer la forme de l'énergie, la forme qu'elle prend, mais pas sa quantité. De même, on ne peut pas consommer d'énergie. Impossible. Vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, c'est de l'énergie concentrée. Dans un litre de pétrole, il y a 7 kWh, c'est-à-dire 7 bons repas que vous mangez au restaurant ou chez vous. On mange 1 kWh par repas. Un litre de pétrole, c'est 7 kWh. Vous roulez, ça convertit l'énergie du pétrole chimique en énergie cinétique. Vous allumez vos phares, ça fait un peu d'énergie électromagnétique ou lumineuse. Vous chauffez la route, vous chauffez l'air. Et à la fin, quand vous faites le bilan, il y a exactement la même quantité qu'il y avait dans le litre de pétrole. Donc vous n'avez rien consommé. Par contre, vous avez dégradé la forme de l'énergie. Dans le pétrole, elle était concentrée en 1 litre. Là, elle est dispersée sous forme d'agitation thermique, sous forme de ce qu'on appelle l'entropie. Donc vous avez dégradé la forme de l'énergie sans en consommer, sans en produire, simplement en changeant sa forme. Et je pense que si, au lieu de dire j'ai consommé de l'énergie, je disais j'ai créé de l'entropie qui se retrouve dans l'environnement, dans l'atmosphère, j'aurais un rapport à ma soi-disant consommation d'énergie complètement différent. Je pourrais continuer longtemps et vous dire qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable.
D'accord, c'est un abus de langage. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Mes voisins, mon immeuble, c'est mon laboratoire de sociologie. Hein. Donc je questionne mes voisins. Mes voisins pensent que une énergie renouvelable, c'est une énergie infinie, à disposition indéfiniment. Non. Ce qui est renouvelable, c'est la source primaire. Donc le flux, la lumière du soleil, le vent, quand il y en a. Mais une fois que vous avez extrait 1 kWh du vent ou de la lumière du soleil, vous l'avez extrait. Et si vous l'avez consommé, entre guillemets, vous avez produit de l'entropie. C'est irréversible. Et cette énergie-là n'est pas renouvelable. Donc c'est un abus de langage. Et je trouve que nous parlons mal de l'énergie. Nous en parlons tellement mal que nous ne savons pas comprendre ce que nous faisons lorsque nous disons que nous en consommons ou que nous en produisons. Et ça, je trouve, je lis les rapports hein, qui sortent, je lis les prospectus de la campagne électorale européenne, et je vois partout ces erreurs. Juste une dernière chose, c'est juste pour que vous méditiez. J'ai dit qu'un repas, c'est 1 kWh d'énergie. J'ai dit 1 litre de pétrole, 7 kWh, que vous payez 1,50 €. Combien coûte 1 kWh électrique à la prise chez vous? Quelques centimes d'euros. Combien coûte un demi de bière? Plus cher qu'un litre de pétrole. La bière, c'est renouvelable, dans le sens que j'ai défini. Le pétrole, non. Conclusion, l'énergie est gratuite. Est-ce qu'il est normal que l'énergie soit gratuite? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il est malheureusement temps d'arrêter nos échanges. Voilà, juste un très grand merci encore. C'était vraiment passionnant et merci de nous avoir montré que la science est aussi une question de mots et du choix des mots qu'on emploie. Merci.